C'est la dernière de la journée, on va pas vous cacher. On est très fiers de terminer comme ça. Hein On est très fiers de terminer avec cette ultime masterclass de la deuxième journée. On se retrouvera demain pour les plus fidèles ou les plus courageux ou ceux qui n'auront pas trop chaud, car demain on risque d'être dans une bonne petite température. Mais pour achever cette deuxième journée, on va encore une fois changer d'univers. Littéralement, on va changer de région, on va changer d'univers culinaire. Et on va surtout avoir la chance de pouvoir accueillir sur scène un cuisinier qui est rare, car il quitte assez rarement justement son territoire. Vous le connaissez probablement, son nom sans aucun doute, son prénom probablement. On est très heureux de l'accueillir sur scène. Je vous prie de l'applaudir extrêmement chaleureusement. Hugo Rollinger, Restaurant Le Coquillage, les Maisons de Brécourt. Bonjour Hugo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une date particulière aujourd'hui. Parce qu'on est le 14 septembre 2020 et c'est l'anniversaire du petit garçon de Mathieu, Timothée. Ok. Et c'est l'anniversaire de mon père. Eh ben, on va célébrer ça. Et ça fait exactement 8 ans que j'ai annoncé à mon père que je voulais commencer à cuisiner et arrêter de naviguer. Et on est quasiment dans les mêmes heures. On était quai de Montparnasse. On rentrait sur Cancale et on était à la bourre pour prendre le train et je rentrais d'un embarquement du Cap-Vert et je lui dis papa, j'arrête de naviguer, je vais commencer à cuisiner. Et ça fait 8 ans. Donc ça fait 8 ans et je suis parmi vous et merci beaucoup de m'inviter. Eh ben, on va applaudir ce moment. Bon anniversaire également. Et aussi j'aimerais rajouter un truc parce que on est ici, on est deux cuisiniers, on est devant vous. Si on est devant vous, c'est que vous vous intéressez quand même à notre travail, mais notre travail, il est réalisé par toute une équipe. Et bien sûr, par ma famille, par mes parents, papa et maman qui ont créé cet univers il y a 30 ans. Ma femme, Marine, qui travaille à mes côtés. Ma sœur, Marie, qui s'occupe de toute la partie épices Rollinger. Il faut bien comprendre que la cuisine, donc là on voit quelques chefs et tout ça, mais les chefs tout seuls ils font rien, même s'ils ont des grandes toques, ils font pas grand chose. Et c'est avant tout une œuvre collective, quoi. Et elle est belle parce que collective. Et j'ai une anecdote aussi à vous raconter qui m'a beaucoup touché. J'ai un jeune cuisinier qui s'appelle Maxime, avec sa compagne qui s'appelle Chloé, qui travaille en salle. À 23 ans, il m'a dit, après le service, on fumait une clope après le service, et il me dit tiens Hugo, oui parce qu'on m'appelle Hugo, il n'y a pas de chef en cuisine, on m'appelle Hugo, j'ai fait la marine marchande pour ne pas faire marine nationale, et j'ai fait de la cuisine pour ne pas faire de l'armée. Donc il n'y a pas de chef, non, je m'appelle Hugo, et voilà. Donc il me dit Hugo, j'ai un truc à te dire. En général, quand il y a un cuisinier qui vous dit ça après le service, on se dit tiens, il va se barrer. C'est mauvais signe. Et il me dit bah voilà, je m'installe avec ma compagne, on vient d'acheter une maison et j'ai envie de faire une partie de l'aventure avec vous dans les maisons de Brécourt. Et pour moi, j'étais très ému parce que c'est un des plus beaux engagements, et le fait d'avoir une équipe fidèle avec nous, eh ben, c'est la plus belle des distinctions et ça vaut toutes les récompenses. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais tu fais les questions et les réponses en plus là. Donc, moi honnêtement, je suis debout depuis 48 heures. Si tu veux, je m'assois, mais je serais trop content. Non. Hugo, quand même, on va expliquer un peu ce qui se passe là-bas du côté de
des maisons de Brécourt, du coquillage, de cette maison avec une empreinte si forte. On parle souvent de transmission sur cette scène. C'est vrai que la cuisine est peut-être, n'est pas systématiquement, mais est souvent une histoire de transmission. Comment tu l'abordes cette question-là? Tu parles très simplement, très naturellement de la place que ton père a occupée dans ta vie en tant que cuisinier et que modèle. Comment toi tu voudrais l'exprimer aujourd'hui, après ces 8 années finalement d'un choix qui devait être difficile à faire? Ouais, c'était un choix qui était difficile parce que j'ai grandi dans cet univers-là, donc un univers qui a été créé en 1982. Fils de cuisinier, voilà, il y a toujours cette phrase que vous disent les journalistes: ah bah oui, c'est difficile de se faire un nom, c'est encore plus difficile de se faire un prénom. Alors ils vous sortent ça, ils ont l'impression d'avoir sorti une super phrase. Merci. Mais en fait, la transmission a souvent été un sujet très tabou dans la famille parce qu'on n'en parlait pas, parce que sûrement mes parents ils voulaient peut-être me protéger de ce métier, qui est un métier un peu prenant, ouais. Après, c'est encore une autre question, mais on peut reparler aussi après de la notion de carcan du métier de cuisinier qui est un peu, c'est-à-dire qu'on fait ce métier-là, on doit l'exercer comme ça, on doit être Comme dans un la sacerdoce, quoi. Et ça, c'est encore un autre truc. Et donc, moi, j'ai pas été baigné là-dedans. Enfin, j'ai été baigné là-dedans, mais mes parents m'ont jamais poussé à dire viens dans les cuisines, de toute façon, t'as pas le choix, tu finiras cuisinier. Non, bien au contraire, ils m'ont dit fais ce que tu veux. Donc moi, j'ai commencé par faire le métier de marin, donc j'ai navigué dans la marine marchande. J'ai navigué pendant 2 ans et demi. Et quand on est sur l'eau, on a le temps quand même de se poser pas mal de questions. Et on prend du recul un peu sur ce qu'on a fait avant. Et en fait, cet univers-là, indirectement, j'avais l'impression d'en faire partie. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, cet univers qui est riche, mes parents ont mis 30 ans de passion pour le faire, ils travaillent encore à nos côtés. Je ne pouvais pas imaginer que ça s'arrête, quoi. C'était pas possible. Et en même temps, j'ai compris un truc dans la cuisine, parce que cuisiner, voilà, c'est pas juste faire des trucs comme ça. J'ai compris que mon père, ce que mon père faisait dans sa cuisine, c'est qu'il racontait un territoire et en le racontant, il participait, entre guillemets, bien sûr à notre échelle, à sa protection. Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai vu la cuisine différemment. Et après, je me suis retrouvé sur le quai de la gare à Montparnasse à lui dire que je voulais commencer à cuisiner. Et donc, c'était il y a 8 ans. On parle de ce territoire. Il y a bien quelque chose qui te raccroche effectivement à la cuisine, c'est ce lieu, c'est cette vue, c'est cette mer. C'est un territoire que tu ne pourrais pas quitter. C'est aussi ça qui finalement t'a laissé ce sentiment de responsabilité de reprendre cette maison. C'est que après tout, il était logique que tu restes là. Après, je suis cuisinier, je ne pourrais pas imaginer cuisiner ailleurs. Parce que j'estime que la cuisine fait sens dans un endroit, avec une équipe, dans un lieu. Et par exemple, des fois, on me demande tiens, viens faire un dîner à 4 mains à Los Angeles, enfin, je ne sais pas où, à l'autre bout du monde, mais il y a un truc qui me dérange parce que déjà, après, il y a peut-être de la timidité, de peur de me confronter à quelqu'un de très connu et tout ça. Mais il y a aussi un truc qui me dérange, c'est que ma cuisine n'est pas ancrée ailleurs. Et elle est déracinée, il y a un truc ma cuisine ne me plaît pas ailleurs que chez moi. Et pour moi, parce qu'on parle de cuisine identitaire, une cuisine singulière et tout ça, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la cuisine doit être l'expression à la fois naturelle, humaine et affective d'un lieu. C'est ces 3 choses-là qui, à mon sens, créent une cuisine singulière. Et en fait, j'ai eu une discussion assez intéressante avec un homme que vous devez connaître qui s'appelle Jonathan Nossiter, qui a fait le film Mondovino et Résistance naturelle, et là qui est en train de sortir un dernier film qui s'appelle Last Word, et une science-fiction sur la fin du monde, mais qui est assez belle en fait. Et il me parlait justement du cinéma d'auteur. Et lui, il avait cette vision du cinéma d'auteur que des fois un peu dérangé parce que l'auteur, donc le réalisateur prenait la caméra, il filmait
comme ça, regardez comment je filme, ça c'est mon style et tout ça. Et en fait, il m'a expliqué que lui, dans ses films, il essayait que sa caméra devienne transparente, quoi. Et que c'était plus un partage direct et sans ça. Et ça m'a fait... J'ai ramené ça à la cuisine et j'aimerais tendre vers... Une cuisine sans signature. Peut-être pas sans signature, mais on peut faire une cuisine singulière, mais qu'il n'y ait pas de l'ego trip indigeste, en fait. Donc, je dis bien, on essaye sur cette scène, j'aimerais tendre, modestement, d'y contribuer, non, en mettant en avant des personnalités, en mettant évidemment des histoires, des langages culinaires, mais surtout de raconter des histoires plus universelles et de ne pas mettre en avant le chef, son ego sur la table. Ça, je pense qu'effectivement, il y a une génération qui l'a bien compris. Tu parles de la difficulté finalement de transporter ta cuisine en dehors de cette côte. Comment tu fais justement? Comment tu as réfléchi quand on t'a proposé, que tu as accepté de venir présenter ton travail ici? On est très loin de ta côte, tu es bien d'accord ici. Qu'est-ce que tu as voulu ramener et qu'est-ce que tu as voulu exposer? J'ai voulu vous parler d'un plat qui s'appelle l'estran. Et déjà, je ne vais pas vous faire 36 000 plats parce que je ne sais pas si... J'ai voulu rester simple et qu'on soit... voilà, un truc un peu... J'espère qu'il sera percutant et que vous allez comprendre notre cuisine. Et parce qu'il y a plein de trucs à raconter autour. Et alors l'estran, qu'est-ce que c'est déjà? L'estran, c'est tout le territoire qui se situe entre la Lesse de pleine mer et la Lesse de basse mer, coefficient 120. Tu peux nous parler en français, s'il te plaît? Parce que la Lesse, la Lesse, c'est entre la basse mer et la haute mer, coefficient 120. Et comme vous savez, dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a un des plus grands marnages du monde, donc 13,50 m de marnage entre la marée haute et la marée basse. Comme on n'a pas beaucoup de dénivelé, la mer se retire à plusieurs kilomètres, et ce qui crée un territoire assez fascinant parce que ce territoire-là est rythmé par les marées et directement par le cosmos, par le céleste, parce que les marées sont engendrées par la Lune et le Soleil. Donc c'est un territoire qui est fascinant et très riche et un vivier incroyable. Et en fait, c'est un plat que l'on sert, en ce moment on ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on va le refaire. Et en fait, c'est un plat que l'on sert déjà avant le vin, avant le pain et le beurre, qui est un plat en soi à mon sens. Et parce qu'on doit le prendre à jeun. C'est la première gorgée. C'est la première gorgée. C'est une base. C'est un ancrage, c'est-à-dire vous êtes là, ah oui, il me fait manger ça, on est là, je suis là devant la baie du Mont-Saint-Michel et je pourrais le manger nulle part ailleurs. Et voilà, c'est un plat, ça peut être une éloge de l'iode aussi, parce qu'on va voir, on nous a ramené quelques coquillages. C'est un plat qui évolue en fonction de la saison, en fonction des coquillages que l'on trouve, des algues. Mais du coup, l'estran, il faut comprendre que c'est la toute première séquence d'un menu. D'un menu qui s'appelle Au gré du vent et de la lune. Et l'estran est la première séquence. Et du coup, c'est cette première séquence comme en résonance avec le paysage qu'on a en face de soi. Hein. Ouais, un peu. C'est comme un peu une interprétation. Ouais, c'est l'expression à un instant T de la baie du Mont-Saint-Michel. Et alors, tu dis que vous le faites plus aujourd'hui? Ouais, je sais pas pourquoi, ouais. Parce que parce que c'est pas la meilleure saison, les coquillages, en fait. Okay. Et là, ça commence, la mer va commencer à se refroidir. Et les huîtres reviennent, les palourdes ont fini leur cycle de laitance. Et ça va commencer à redevenir intéressant, quoi. Très bien. Et du coup, est-ce que tu vas nous le réaliser? Comment tu comptes nous le présenter, l'estran? Déjà, si on peut parler des algues. T'es venu avec que les algues, j'ai ramené pas mal d'algues. Donc 5 variétés dont on se sert beaucoup. Et en fait, parce qu'il y a 4 ans, j'ai choisi d'arrêter de travailler la viande. Pas du tout parce que j'adore la viande, hein, au contraire. Mais ce n'était pas forcément dans mon expression, et c'est pas parce que vous avez un restaurant que vous devez travailler de la viande, du poisson, des pâtes, de la pizza, du kebab. On ne peut pas tout faire. Donc il y a un moment où il faut choisir où est son expression, et moi j'ai une expression qui est un peu plus
tournée vers la mer. Et d'ailleurs on parlait de la transition avec mon père, vous savez quand vous êtes le fils d'un père qui a cuisiné avant, c'est toujours la question, le rapport avec le père, quoi. Ah bah oui, Olivier Rollinger cuisinait comme ça, son fils il cuisine comme ça, il y en a qui disent c'est bien, c'est mieux, c'est pas bien, c'est mieux. Déjà à mon avis les souvenirs sont un peu altérés avec le temps après avoir mangé un plat il y a 30 ans. Mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on a le même cadre créatif, quoi. C'est-à-dire notre cadre créatif, parce que quand on est dans ce métier de cuisinier, on colle toujours l'étiquette de créatif à un cuisinier, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il doit toujours créer. Des fois ça manque un peu de sens, mais quand on doit créer, à mon sens, il faut créer un cadre. Et ce cadre-là, notre cadre créatif, c'est à la fois l'Armor. Donc l'Armor, c'est toute la côte et les richesses que nous offre la mer, les pêcheurs, les ramasseurs, et l'Argoate. L'Argoate qui est tout l'arrière-pays breton. La terre, les forêts de Brocéliande, ses légendes, ses fées. Il y a une troisième chose, c'est cette ligne entre ciel et mer, l'horizon. Et qu'est-ce qui se cache derrière l'horizon? Ça dépend de chacun et du lieu où vous êtes. Mais nous, ce qui se cache derrière l'horizon, et pour nous, pour notre affect, pour notre histoire, pour notre culture, c'est toute l'histoire de l'aventure maritime de ce petit pays de Saint-Malo et qui allait chercher aux quatre coins du monde les plus belles épices au XVIIIe siècle. Mais ça, on va revenir après. Mais, donc les algues, ah oui, qu'on a arrêté. Pardon, je pars dans des trucs là. Non, tu parlais d'avoir arrêté la viande. Oui, voilà. Donc on a arrêté la viande. Mais par contre, oui, alors on arrête la viande. À un moment, il y a plein de bases de nos sauces. On utilisait un bouillon de volaille, un fond blanc. Et comme la grande partie de la cuisine française est souvent un bouillon de volaille, qui peut être très bon et exceptionnel. Mais il y a un truc qui me dérangeait, c'est-à-dire quand vous en faites professionnellement un bouillon de volaille pour 3-4 jours, vous allez faire 25-30 litres de bouillon, vous allez mettre 4 ou 5 poules dedans, des légumes à frémir pendant 4 heures. Souvent c'est juste pour faire un bouillon, donc vous n'allez pas prendre les poules de la plus grande qualité possible. On ne sait pas forcément comment elles ont été nourries, s'il y a eu des médocs, des machins. Elles ont cuit pendant 4 heures, elles sont immangeables après, donc vous mettez ces 4 poules à la poubelle et voir ces 4 poules à la poubelle, il y a un truc qui me dérangeait. Et toutes les merdes qu'il y avait pu y avoir finalement dans les poules se retrouvent dans votre bouillon qui va vous servir à faire toutes les bases de vos sauces. Donc il y a un truc qui me dérangeait un peu. Et donc on a commencé à travailler sur des bouillons de légumes et d'algues et des infusions d'algues à froid. Donc là, Mathieu a préparé une infusion d'algues à froid qui est, qu'on appelle ça une eau marine et qui est devenue vraiment la colonne vertébrale de toute notre cuisine. Donc ça veut dire qu'on a ces algues qui sont ramassées. Donc ramassées entre Cancale et Saint-Malo. Ok. Tu peux nous faire juste un petit descriptif rapide? Donc là, vous avez sortir peut-être un élément. Là, vous avez un kombu royal, donc Laminaria saccharina, qui est, donc elle est différente de celle de la japonaise, qui est la Laminaria japonica. C'est une variété différente, mais c'est un grand laminaire qui pousse à très grande marée, à marée basse, sous le niveau de la basse mer. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment avoir tout le spectre de l'estran, parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus bas, et ça, c'est ce qu'il y a de plus haut. Donc ça, c'est vous qui la ramassez, et ensuite vous allez pouvoir le faire sécher. Il y a une partie des fois qu'on ramasse, mais sinon on a des ramasseurs, que l'on sèche et que l'on entrepose dans une cave à algues. J'ai créé une cave à algues il y a 3 ans maintenant. Et parce que ce qui me fascine dans les algues, c'est que, en fait, le fait de les sécher et de les entreposer, il y a un intérêt. Notamment pour les grands laminaires, il y a un intérêt à les affiner pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'ils se posent, le goût se stabilise, il y a le premier goût un peu poissonneux qui peut partir, et on arrive vers plus de complexité. Et il y a un truc qui me fascine quand on va faire des récoltes au marais d'équinoxe, et en juin et en septembre, d'ailleurs c'est la semaine prochaine,
On va faire une cueillette d'algues qu'on va mettre à sécher, que l'on va entreposer dans la cave à algues. Et en fait, de le sécher, dans mon imaginaire, c'est comme un peu emprisonner le goût de la mer. Et le ressortir dans 2-3 ans, c'est comme une mémoire du goût de la mer. Et ça me fascine. Et du coup, excuse-moi, j'essaie de comprendre le cheminement. Ces algues qui ont été donc entreposées, déshydratées naturellement, Ouais. tu vas les ressortir, tu vas en faire une sélection. Là, on a vu qu'il y avait plusieurs types d'algues que vous avez décidé de réhydrater. Ouais. Une base d'eau claire. Hein. Ouais, donc eau claire, un peu de sel. Donc là, il y a une pesée particulière d'algues. Donc là, il y a dulse, wakame et kombu royal. Ok. Et infusion à froid. Normalement, c'est une infusion à froid pendant 24 heures. Ok, donc on imagine que ce qui se passe là, ça dure 24 heures. Ça, là, 24 heures. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est. Après, je vais m'en servir pour dresser après. Ok. Donc là, Infusion à froid 24 heures. Et après, ça va être la base de toutes nos vinaigrettes et tout ça. Et c'est une trame formidable en fait, parce que vous avez de la sapidité, sapidité végétale, donc on pourrait parler d'umami. En général, en ce moment, c'est un peu la mode d'aller chercher de l'umami partout. Voilà la notion de sapidité qui fait saliver. ouais, le goût de l'umami, Le qui est goût de l'umami. Mais par contre, faut faire un goût complexe, mais Ouais. qui est le goût du bon, si on peut dire. Hein. Ouais, mais alors moi j'adore, mais je pense qu'il faut faire attention parce que l'umami, au bout d'un moment, on peut saturer en umami. Les papilles saturent. Et, parce qu'aller trop loin dans l'umami, on tombe dans le viandox en fait. Et donc là, Mathieu, là, il a réhydraté juste les algues qui va nous servir à faire le dressage. À faire à le la fin. dressage, d'accord. Et donc, Parce donc qu'on là, j'ai ramené aussi du porphyre. Le porphyre, en fait, qu'on appelle le nori, mais en fait, le nori, c'est la transformation du porphyre Ok. pour faire les sushis dans la culture japonaise. Est-ce que tu Et peux Mathieu, tous les sortir, Ouais, bien sûr. qu'on puisse juste les voir effectivement et faire un petit peu rapidement. Hein, on va pas avoir malheureusement le temps de rentrer dans le détail pour chacune, mais c'est vrai là- qu'elles ont des formes et des couleurs, des Wakame. densités. Wakame, donc ça c'est la seule algue de culture qui n'est pas sauvage, qui est cultivée dans la Rance, juste à côté de chez nous, par un homme qui s'appelle Jean-François Arbona, qui fait un travail formidable. Et donc là, on est vraiment sur les goûts le wakame, c'est vraiment goût de coquillage, un peu de pied d'huître, texture très fondante par rapport à certaines algues qui pourraient avoir plus de mâche. Ok. Dulce, très intéressante aussi à affiner pendant 2-3 ans, qui a des goûts d'un peu quand même assez corsés, mais des goûts quasiment de noisettes. Et moi, j'en utilise beaucoup. Ok. Laitue de mer, qui est plus connue. Ça, on la reconnaît effectivement. Hein. Ulva, qui pousse un peu dans toutes les flaques, mais encore faut-il que l'eau soit de qualité. Et voilà, ça fait déjà pas Ben, mal. c'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi à quoi correspond justement tout ce qu'on a devant nous? Parce qu'il y a des bocaux, il y a des épices. On connaît effectivement l'histoire de la famille Rollinger avec les épices. Comment toi, qu'est-ce que tu as eu envie d'en faire justement? Bah oui, parce que je suis venu ici et en fait, mon père il me dit j'espère que tu vas quand même utiliser des épices. Et alors? parce que c'est vrai que quand mon père goûte ma cuisine ou quand on en parle et tout ça, il me dit mais tu parles pas d'épices, pourtant tu en mets partout, mais tu parles pas d'épices. Et c'est vrai qu'à l'époque, mon père quand il cuisinait, il faisait découvrir les épices parce qu'on n'en utilisait pas encore, c'était pas encore autant démocratisé qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai grandi dedans depuis tout petit, donc je l'ai plus ingéré et digéré dans, entre guillemets, mon ADN. Mais j'en utilise tout le temps parce que faut savoir que, à mon sens, dans toutes les cuisines du monde, on tente toujours de réchauffer le goût de la mer par un poivre, par un piment. Et nous, on tend vers une cuisine très marine, abyssale. Il nous faut de la chaleur. Parce qu'il faut bien imaginer que dans ce petit pays de Saint-Malo,
ce petit port qui avait un des marins les plus talentueux au XVIIIe siècle, parce que c'est Saint-Malo qui a participé à la richesse de la cour de France, tellement il faisait des plus-values énormes sur ses allers-retours dans les Indes. Et alors il faut imaginer ces saveurs des Indes, mais quand on dit des Indes, c'est pas le pays, l'Inde, c'est des Indes, c'est les West Indies et East Indies. Et il faut imaginer qu'à la fin du XVIIIe siècle, on avait une mondialisation des saveurs qui se passait dans ces petits murs bretons d'intramuros de Saint-Malo. Il faut imaginer le truc. Alors on se baladait dans les murs de Saint-Malo et on avait ces entrepôts avec ces odeurs de curcuma, de gingembre, de cannelle, et mélangés avec cet air frais, breton, salin, iodé. En fait, c'est ça qui nourrit notre imaginaire de la cuisine, ces histoires-là. C'est cette culture-là. Mais du coup, toi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que tu en fais justement de ces épices? Est-ce que tu dis que tu les as finalement digérées, tu les as intégrées dans ton ADN? Ben là, on va créer on a créé il y a quelques années un mélange qui s'appelle poivre des mers. On avait déjà un mélange qui s'appelait poivre des mondes. Et dans le poivre des mers, on a voulu associer la dynamique des océans à la chaleur de quelques poivres. Donc la dynamique des océans par les algues, et on va voir par différents poivres, souvent qui poussent en bord de mer, et qui toujours ces notes salines. Donc là, Mathieu est en train de moudre au mortier un sancho de printemps du Japon. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux stades de récolte du poivre sancho en fait. Vous avez le sancho de printemps et le sancho d'été. Sancho de printemps, vous êtes plus sur des notes très agrumes, côté citron vert, beaucoup de fraîcheur. Ouais. Et le sancho d'été, on est plus côté marmelade d'orange, ces notes-là. Donc là, il est en train de faire un mélange. Hein. Là, on est en train de faire un mélange. Ok. Et sancho de printemps. Après, Mathieu, il va rajouter deux variétés de poivre, deux poivres noirs. Donc là, c'est le Sri Lanka noir, qui est un poivre qui pousse sur l'île de Ceylan, avec des notes salines. Et un poivre qui est intéressant après, qui s'appelle le poivre Jiracarimundi. Parce qu'il faut savoir que à l'origine, le poivre est endémique du sud-ouest de l'Inde. Il n'y en avait nulle part ailleurs avant. C'est comme le café. On voit du café partout dans le monde, mais à l'origine, le café... C'était un petit arbuste d'Éthiopie. Ouais, voilà, du bassin éthiopien. Et maintenant, on en voit partout, et à chaque fois, et le cacao, à l'origine, c'était le Mexique. Il y avait du cacao nulle part ailleurs qu'au Mexique avant, dans les forêts primaires du Mexique. Et à chaque fois qu'on a choisi de déplacer cette plante pour aller la cultiver ailleurs, on a toujours choisi souvent les variétés les plus productives, et pas forcément... les plus intéressantes gustativement ou aromatiquement. Et donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment trouver des poivres intéressants, c'est dans les forêts primaires d'Inde, dans le Wayanad. Et cette variété de Jiracarimundi, donc c'est un poivre qui est très petit, parce qu'il a vous savez, le poivre est une liane qui pousse sur un arbre. Et le long d'un arbre, il a besoin d'un tuteur. Et cette liane-là fait des petites grappes. Et cette variété, sur la grappe, il n'y a que 1, 2, voire 3 grains de poivre. Il se fait des grains de poivre tout petits. Donc c'est très chargé en pipérine, donc très piquant, très vif, tranchant. Hugo, j'essaye de comprendre à quel moment tu vas relier le poivre et l'algue. C'est dans le mélange. Vous allez voir, le mélange, Mathieu est en train de le faire. Et là, il est en train notamment de mettre le poivre long du Cambodge. Mais ouais, en fait, j'ai tellement de trucs à raconter à chaque fois sur... On va essayer. Parce que c'est intéressant, le poivre... pourquoi on fait du poivre blanc? Et moi, je cuisine que avec du poivre blanc. Je trouve ça plus fin. En fait, le poivre blanc, c'est une volonté occidentale. Parce qu'avec les grains de poivre, on ne voulait pas tacher nos belles sauces ivoire, les sauces blanches, avec des grains de poivre.
Donc c'était un peu étrange comme réflexion. Et en fait, qu'est-ce qu'un poivre blanc? C'est un poivre cueilli à pleine maturité, bouilli Décortiqué. et décortiqué. Et là, en l'occurrence, c'est un poivre long, égrené, bouilli et décortiqué du Cambodge. Donc là, Mathieu, là, la magie un peu opère. Parce que là, on va relier aux algues aussi. Là, on a ramené la chaleur des différents poivres. Ok. Et on va l'associer justement à ces notes salines en rajoutant la poudre de nori, la poudre de kombu, le wakame, et la laitue de mer en paillettes. Ok, donc tout ce qu'on a vu, tout ce dont on a parlé, se retrouve pilé ou je ne sais pas comment on dit, mixé, non je pense pas quand même. Moulu. Moulu, tout simplement. Même là, on va moudre les algues. Et Là, on y va doucement. Là. On y va doucement et on rajoute toujours un petit peu plus de chaleur avec un piment fumé au bois de laurier du Béarn. Du Béarn. Du Béarn. Beaucoup plus proche du coup. Très bien. Est-ce que tu m'en veux pas si je dis que tu ressembles un peu à un druide, là, avec tes poivres et tes petites poudres, en train de faire de la potion magique? Ouais, ça me dérange pas. Non. Ok, très bien. Donc là, on a nos algues. On a notre mélange. Mathieu, il va commencer à préparer les coquillages qu'on a ramenés. Ah non, les herbes de l'estran, pardon. Les herbes de l'estran, donc on est dans la partie haute de l'estran qu'on est allé cueillir ce matin. Vous avez vu le lever de soleil ce matin sur l'estran, c'est à peu près la vue qu'on a eue. Et on est gâtés, on a de la chance. Donc ça, c'est des herbes grasses, hein. On est sur quelques... Herbes grasses, donc... Avec cette salinité résiduelle. Oui. Ok. Obione, astère et fenouillette sauvage. Donc fenouillette sauvage, on est vraiment dans la partie haute de l'estran. Là, on est en fin d'été, début septembre. Elle a bien séché. Il y a le soleil chaud encore qui chauffe dessus. Il y a ces notes de cette chaleur anisée, un peu de remontée de plage. Mais j'ai pas vu les coquillages, excuse-moi, mais... Et les coquillages, ils sont là-bas. Ouais. Ah ok, très bien. Ils sont là-bas. Et avec toute cette huile aussi, on s'amuse à faire quelque chose qui est assez simple. Hein, c'est juste des infusions d'algues, de différentes algues. Et parce qu'en fait, il y a dans notre cuisine, il y a la notion de liquide en fait qui est importante. La notion de digestibilité. La notion dans le liquide, il y a la notion d'horizontalité, il y a la notion de fuyant, il y a la notion de ligne de fuite. C'est-à-dire que ça doit bien glisser, ça doit effectivement être bon dans tous les sens du terme. Bon oui, parce que j'aime beaucoup les bouillons, les vinaigrettes longues, les vinaigrettes tranchées. Et c'est pour ça en fait, notre base de cuisine, c'est une cuisine qui est assez simple. Parce qu'on a cette eau marine, on va mettre, je ne sais pas, une extraction de légumes dedans, une huile à perler dessus, un peu d'acidité par un vinaigre, par un agrume. Et voilà, et là, il y a quand même des huîtres. Là, on a quelques huîtres. Ouais. Septembre, donc vous savez qu'on ne mange pas d'huîtres les mois qui ne sont pas en R. Donc on n'a pas mangé d'huîtres mai, juin, juillet, août. Et là, les huîtres, parce qu'elles étaient en période de reproduction, parce qu'il y a une saison pour les huîtres en fait. Bien sûr. En fait, on a créé les huîtres stériles, donc les fameuses triploïdes. Triploïdes. On en parle comme une bête noire. Je ne sais pas si c'est une bête noire, j'ai pas forcément la réponse. Moi, je choisis de ne pas en travailler parce qu'en fait, une huître triploïde, c'est une huître tétraploïde, donc à 4 chromosomes, que l'on va chercher dans des centres, je ne vais pas dire le nom. Et cette huître-là, en fait, c'est une bombe à retardement parce que si vous lâchez cette huître dans la nature, et qu'elle se reproduit avec toute une partie d'huîtres diploïdes, des huîtres naturelles, vous créez tout un espace
d'huîtres stériles. Toutes ces huîtres-là deviennent des triploïdes. Donc en fait, vous louez cette huître, les centres de nurserie louent cette huître, mais c'est une bombe à retardement en fait. Le truc. Donc là, il y a des huîtres qui viennent, on peut imaginer, de pas très très loin. D'en face du restaurant. Ouais, Ok. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre là? Palourde. Ok. Palourde pêchée en face du restaurant aussi. Il y a un truc qui me fascine dans la palourde, c'est les personnes Qui arrivent à les ouvrir déjà? qui arrivent à les ouvrir et qui les ramassent. T'as des ramasseurs, hein, toi, de Ouais. coquillages. Parce que faut les voir partir au milieu de l'estran. Donc souvent ils ont des vélos où ils ont enlevé les pédales et ils traversent la baie comme ça avec leur vélo. Et vous voyez, mais qu'est-ce qu'il va faire ce mec-là? Le mec, il sait pas ce qu'il est. Et en fait, ils vont en plein milieu de l'estran, ils se mettent à genoux, donc ils sont seuls un peu dans ce désert lunaire, quoi. Et ils se mettent à genoux et ils grattent la vase pour gagner leur vie, quoi. Et ils reviennent avec entre 60 et 80 kilos de palourdes chargées sur leur vélo et ils poussent comme ça. Et il y a une humilité par rapport à leur métier. Et, c'est C'est ça que tu avais envie de leur rendre hommage, effectivement, notamment dans je cette les admire, assiette. ouais. Ouais. Et Hugo, Ouais. là on voit aussi, ça tu vas l'utiliser ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, dire un mot s'il te plaît? Il nous reste peu de temps en plus. Ah ouais? Ouais. Ah bon, on va accélérer alors. T'as vu comme je t'ai subtilement glissé l'info? Ormeaux. Donc les ormeaux, il y a plusieurs techniques pour cuire les ormeaux. La technique la plus traditionnelle à la cancalaise, donc on attend qu'ils meurent dans leur coquille, on les décoquille et on va les laver, on va les masser, on va les taper pendant une semaine, machin, dans tous les sens. Et un truc qui me dérangeait un peu, il y avait un peu trop de gestes, un peu trop de manipulation. Et le truc à la fin, il ressemble à une chaussette. C'est pas très appétissant. Et donc nous, on a choisi de le cuire dans un bouillon d'algues, tout doucement, pendant 1h30, 2 heures. Et on va laisser refroidir, pareil, tout doucement. Et l'ormeau va revenir se recharger de toute cette eau de cuisson, quoi. Se reconcentrer en goût aussi, Ouais. du coup. Et donc là, Mathieu le décortique. On va garder une partie du foie qu'on va mélanger avec un petit peu de moutarde celtique, donc une moutarde qui est mélangée avec de la nori et de l'anchois écrasé dedans. Et on va venir mélanger le foie de l'ormeau, qui est très puissant, à cette moutarde. Et on va venir tailler l'ormeau très finement et on va venir mettre quelques points de moutarde celtique entre. Est-ce qu'on va pouvoir passer rapidement au dressage? Ah oui, d'accord. Bah, vas-y, on y va. On y va? Donc là, je fais une petite vinaigrette rapidement, avec un peu d'eau de cuisson, des ormeaux. Je vais prendre... Et heureusement que j'ai fait qu'un plat, en fait. Tu m'étonnes. Un peu d'eau d'huître. Pareil, l'eau d'huître est vraiment... Donc c'est la deuxième eau, hein, si je puis dire, là, de l'huître. Ouais. Hein. Un peu de whisky. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous enivrer au whisky et d'huître. Si, c'est un accord formidable, Ouais. ça. Hein. Ouais, voilà. Je dis ça comme un vieux marin, tu sais. Mais bien sûr. Quelques gouttes de whisky Cornog breton qui pousse. Qui pousse. Qui pousse. En face de Bréa. Qui est distillé en face Clos de Bréa. Balzac. Ouais. Un peu de vinaigre de Xérès. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du Xérès, ça va être Non. trop long. Ouais, non. Non, on la connaît. Je prends ça, hop. Ça passe vite, 40 minutes en fait. Très vite. Alors, donc là, on a nos coques. Pas lourdes. Pas lourdes, pardon. Tu peux m'ouvrir les huiles, Mathieu, s'il te plaît. Et les huiles.
Et Hugo, juste pour essayer de comprendre aussi, tu me parlais de cette sensation de la première gorgée d'eau de mer aussi, quand on plonge la tête dedans. Il y a cette idée aussi de plonger, de mettre la tête sous l'eau quand même, avec cette assiette. Ouais, je finis juste et là je vais vous expliquer. Ok. Donc là je viens avec mon mélange poivre des mers. Je vais venir mettre Une huile donc. Ouais. Huile de kombu grillée, huile de dulce. Donc c'est une huile neutre qui probablement pépin de raisin peut-être. Huile de tournesol. Tournesol, ok, qui vient se charger. Huile de laitue de mer. Et je vais venir mettre. Ah oui, un autre truc encore, c'est infernal. J'avais oublié de parler de ça. Ouais. On fait des Saint-Jacques séchés aussi, donc là c'est un millésime de... C'est quelle année celle-là 2018, on a 2017 aussi, que l'on va venir râper dessus. Donc ça c'est la noix de Saint-Jacques qui a été déshydratée. Légèrement fumée, déshydratée au vent. Ok. Mathieu, tu veux finir de dresser, Mathieu, parce que là... Parce que le monsieur l'embête là à lui poser des questions. Ouais, j'aimerais juste expliquer un peu sur la notion de bon. Qu'est-ce que le bon? Qu'est-ce que le bon aujourd'hui? Parce qu'on est des cuisiniers, on essaye de faire bon. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Qu'est-ce que doit être bon demain? On peut se poser la question. Mais à mon avis, faire bon, bien sûr, ça doit être bon pour les papilles. Ça doit nous faire du bien. Mais à mon sens, ça doit être bon pour le cœur aussi. Parce qu'il doit y avoir une intention dans le geste de cuisiner, parce que cuisiner, c'est peut-être l'acte le plus intime que vous pouvez avoir avec quelqu'un, parce que vous allez lui faire ingérer quelque chose. Donc il doit y avoir une intention envers la personne que vous allez nourrir. Et à mon sens, il y a une troisième chose, c'est faire bon pour la tête. Qu'est-ce que faire bon pour la tête? Mais comment on peut s'imaginer une cuisine, considérer une cuisine comme bonne quand on sait que tel légume a été cultivé de cette manière-là, mais qui engendre la destruction des sols? Comment on peut considérer ça comme bon intellectuellement? Comment on peut considérer comme bon une cuisine qui a nécessité des souffrances au travail, qui a nécessité des heures pas possibles de mise en place avec des semaines de 80 heures? Comment on peut dire qu'il y a de la souffrance derrière? Comment on peut dire, nous, quand on le mange dans notre tête, putain, ça c'est bon? Ou comment on peut considérer comme bon un vin, certes très bon avec une belle étiquette, mais plein d'intrants? Un truc on sait, ouais, oui, mais c'est quand même bon gustativement, mais dans la tête, c'est un truc qui se passe. Ou pareil, un café en capsule. Intellectuellement, on ne peut pas considérer ça comme bon. Et peut-être, à mon sens, revenir au mot restaurant. Les premiers restaurants qu'on appelait restaurants, qui servaient des bouillons restaurants, c'est-à-dire qui nous restauraient intérieurement, qui restauraient les corps. Peut-être que demain, le restaurant, que la cuisine devrait tendre à restaurer le corps, la tête et peut-être une partie de notre belle planète. C'est le souhait qu'on peut effectivement faire. Et je ne doute pas que tous les participants de toutes les scènes d'Omnivore partagent cette vision. Hugo, tu es en train de dresser l'assiette, on est d'accord là? Alors là, vous allez me prendre pour un druide en plus. Il ne m'a pas répondu en plus. Hein. L'estran, comment le ressentir? Il faut s'imaginer quasiment mettre la tête sous l'eau. En Bretagne, l'eau, elle n'est pas très chaude. Donc vous avez le froid qui vous envahit le visage. La pesanteur terrestre, vous ne la ressentez que très peu. Les sons sont noyés. Et vous êtes frappé par un truc, cette forme de silence. Et en fait, ce plat-là, c'est peut-être ça, c'est le goût du silence de la mer. Merci. Hugo Rollinger qui clôture cette deuxième journée. Merci Hugo. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci.
Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h30 pour la dernière journée. Merci de votre confiance et de fidélité. À demain.